Alors nous allons commencer, Bézat Hachem, une série de cours, d'à peu près une quinzaine de cours, sur le chinour, sur l'éducation. Et aujourd'hui, le premier cours, ça va être très technique, très concret, mais le premier cours va être plus général, plus abstrait. C'est d'où vient qu'est-ce que c'est la notion du chinour. Donc, vous savez que le Ramban, Nachmanide, nous invite à réfléchir sur la véracité de la Torah. Il nous dit que la Torah, elle est vraie. Bon, ça se faisait beaucoup au Moyen-Âge, où beaucoup de rabbanim faisaient des démonstrations philosophiques pour montrer la véracité absolue de la Torah. Il y avait la preuve ontologique, il y a toutes sortes de preuves. Mais le Ramban, pas du tout, il ne va pas du tout dans les preuves comme ça, abstraites, que s'il y a quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui a créé quelque chose, toutes ces preuves-là. Non, non. Lui, il dit, la Torah, elle est vraie, tout simplement, parce qu'on a vu Dieu en Sinaï. Donc ce qu'on a vu, personne ne pourra nous l'enlever. La facticité, la réalité de l'expérience est plus forte que tout raisonnement intellectuel, où à un moment donné, il peut y avoir un défaut dans le raisonnement qu'on ne voit pas, mais quelqu'un de plus intelligent plus tard peut venir te montrer que ton raisonnement n'est pas absolu. Donc il dit, je ne veux pas de raisonnement. Nous avons une révélation, non pas à une personne, nous avons une révélation à 3 millions de personnes. Or, le fait qu'un Dieu se révèle à 3 millions de personnes, c'est un fait incontestable de vérité. Ce que dit le Ramban. Après, donc on voit bien que Nachmanide essaie de construire l'idée de la véracité de la Torah, non pas sur des raisonnements, mais sur une évidence existentielle, une évidence d'expérience. Et tout d'un coup, il pose une question, il dit oui, mais qu'est-ce qui me garantit que cette expérience, ça c'est eux? Mais les enfants, des enfants jusqu'à nous, les générations en génération, d'où ils savent que c'est vrai. Et là, il dit un argument absolument aberrant, incroyable. Il dit non, parce que cette expérience du mont Sinaï, elle est passée de génération en génération. Et les parents ont enseigné aux enfants, c'est ce qu'on fait à Pessah et à Shavuot, et les parents ne mentiront pas aux enfants. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, attends. D'abord, il y a quelque chose dans la méthodologie du Ramban qui est contradictoire. Il y a 2 minutes, tu essayes de me montrer, Ramban, Nachmanide, tu essayes de me montrer que l'évidence de la Torah n'est pas due à un raisonnement, qu'elle est en soi, qu'elle est expérimentale, qu'elle est existentielle. Et tout d'un coup, toi-même, à la fin, tu es obligé d'arriver à un raisonnement. Les parents ne mentiront pas aux enfants, donc c'est passé de génération en génération. Donc tu contredis tout ton projet intellectuel. Et en plus, est-ce que c'est tellement fort de dire que les parents ne mentent pas aux enfants? Moi, je connais plein de parents qui mentent à leurs enfants. C'est peut-être des parents qui ont menti à leurs enfants. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc, en vérité, il veut dire quelque chose d'autre. Si on connaît un peu le Ramban, si on sait ce qu'on connaît son approche de pensée, il veut nous révéler un grand secret. Il veut nous dire qu'en vérité, le Sinaï, c'est une évidence. C'est une révélation, c'est une épiphanie divine. C'est une révélation de Dieu à son peuple. Cette révélation se reproduit presque intégralement dans le rapport parent-enfant. En d'autres termes, le rapport éducatif, le rapport des parents et des enfants, c'est le rapport sinaïque. Ce qui se joue entre parents et enfants, c'est exactement le feu du Sinaï. Il y aurait une expérience du Sinaï dans le rapport même entre parents et enfants. Alors ça veut dire quoi? C'est très simple. Quelle est la différence entre la révélation sinaïque et toutes sortes d'autres raisonnements philosophiques? Parce que le Ramban veut nous faire comprendre, nous faire pointer. C'est que tout raisonnement dépend d'une référence. En mathématiques, en philosophie, en philologie, en logique. Vous ne pouvez pas avoir une idée qui ne dépend pas d'une autre idée. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand vous dites un concept, une idée, quand vous dites, consciemment ou inconsciemment, vous l'affiliez à une autre idée qui fonde et permet de dire ce que vous dites. Vous ne pouvez pas. Et vous dites, même un truc très simple, une vache est passée, sans vous en rendre compte, vous avez déjà présupposé le principe d'espace. Une vache est passée, elle ne peut pas passer s'il n'y a pas d'espace. Donc sans vous en rendre compte, on a déjà dit des catégories a priori de l'espace. Ou bien, quand une vache est passée, vous avez donc dit des catégories du temps. Pour passer, il faut du temps. Donc on est obligé tout le temps de se référer à toutes sortes de concepts qui sont, on appelle des préconcepts, qui permettent au concept de s'épanouir, sinon il ne pourrait même pas commencer. La grande question, c'est quel est le premier concept? Quel est le premier concept qui ne dépend d'aucun concept? Puisque tout concept a besoin d'un concept, comment un enfant commence à penser, Birlal? Quelle est sa première référence?
ben c'est Sinaï. Sinaï, c'est la révélation pure de la vérité, c'est pas un discours sur la vérité. Sinaï, c'est ce qui permet la pensée, c'est ce qui permet le référent. La révélation, c'est ce qui permet le référent. Sans révélation, il n'y a pas de référence. Sans référence, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'idée, rien. Donc le mont Sinaï a été le moment qui a cristallisé la révélation, qui a toujours existé. Elle a existé parce que les gens ont pensé avant Sinaï, parce que Sinaï existait autrement. Elle existait au temps de Adam, quand Dieu appelle Adam, où es-tu, etc. Donc il y a révélation. C'est la révélation de Dieu à l'homme qui est la pure référent. Or un enfant, son rapport à ses parents, c'est un rapport comme au Sinaï. Il croit sans avoir besoin de preuves, sans avoir besoin de références. Ce que disent ses parents, c'est pure vérité sinaïque. Donc le premier principe d'éducation, c'est de ne jamais trahir ses enfants. Parce que dès que l'on trahit ses enfants, dès qu'on bafoue, on trouble ce rapport de confiance absolue que l'enfant donne à ses parents, on est en train de bafouer la dimension sinaïque du rapport éducatif, qui est la base de toute la émouna, la base de toute la confiance, la base de toute la foi. Parce que si on trahit ses enfants ne vont plus croire à rien. Ils vont dire, oh là là, même mes parents m'ont trahi, donc à partir de maintenant je ne crois plus personne. Il faut m'apporter des preuves, que c'est vrai. Donc ils vont entrer dans une logique où on perd toute la dimension verticale, toute la dimension infinie de l'évidence de la vérité. Tout va passer par des cheshbon, des calculs. On va rentrer on va rendre nos enfants des mesquins de la pensée. On va les enfermer dans la mesquinerie de la pensée. Donc premier principe, et chaque cours, on essaiera d'analyser un principe. Aujourd'hui c'est beaucoup plus abstrait, après on ira dans des cas très concrets. Alors premier principe, ne jamais trahir ses enfants. Alors ça veut dire quoi ne pas trahir ses enfants? Ça veut dire 5 sous-principes, à partir de ce principe. 5 sous-catégories de la non-trahison. 1. Ne jamais mentir. Ne jamais leur mentir. Si on ment à ses enfants, on détruit l'éducation en essence. 2. Ne jamais promettre et ne pas réaliser ce qu'on promet. Il faut donc tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de dire oui ou non, parce qu'on peut dire oui ou non comme ça par instinct, par pulsion, et après on discute et ça va être oui ou non. Donc là on détruit le principe de confiance, on trahit. 3, et là c'est plus compliqué, ne jamais, même si c'est pas du mensonge, baratiner ses enfants. Tu veux qu'ils rentrent dans une telle école parce que cette école est plus prestigieuse. Tu veux qu'ils se marient avec une telle famille parce que cette famille a plus d'argent, est plus prestigieuse. Tu veux, etc., etc. Maintenant, tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas dire à ton fils ou à ta fille, je veux que tu maries avec les Cohen parce qu'ils sont vraiment rupins. C'est pas dans l'esprit de la famille. Tu ne vas pas dire, je veux que tu rentres dans cette école parce qu'elle est quand même plus classe. Ça ne se fait pas. Donc tu vas dire, non, c'est une famille plus sympathique, ils ont plus des meilleurs midotes. En réalité, pas du tout. Ou mais tu vois, cette école, elle est mieux, elle a un programme éducatif plus important. Mais en réalité, tu baratines. Ce qui te motive, c'est l'argent ou l'honneur. Et en train de faire un paradiscours à tes enfants, que c'est l'éducation ou les bonnes midotes. Donc, et l'enfant sent cela. On ne peut pas y échapper. L'enfant, à un moment donné, décèle consciemment et très souvent inconsciemment que dans le discours, il y a mensonge, il y a donc trahison. Donc on est prêt à trahir la vérité du rapport pour aboutir à quelque chose qui correspond à mon intérêt. 4e trahison, qui est très proche de cela, c'est quand et qui est la suite de cela, c'est quand l'enfant sent qu'on trahit ses intérêts. Là, ça pourrait être dans son intérêt, mais il faut lui dire la vérité, le 3e. Le 4e, c'est qu'on trahit, c'est beaucoup plus grave. On trahit ses intérêts pour assurer mon intérêt. Ça, c'est la vraie trahison. Si, par exemple, un père et une mère doivent toujours faire sentir à l'enfant que ce qu'ils font, c'est toujours pour le bien de l'enfant, même si c'est au détriment de leur propre intérêt. S'ils demandent des choses à l'enfant dans leur intérêt, qui est contre l'intérêt réel, on parle de l'enfant, hein, on est dans la pire des trahisons. Ça ne veut pas dire du tout qu'on va gâter nos enfants. Tu peux dire à un fils, va me chercher une bière froide à 2 km et reviens en plein été. C'est dans mon intérêt. Mais ça n'y a aucun problème. Aucun problème. Parce que là, on le fait pourquoi on le fait c'est l'éducation. Tu dois respecter ton père. Mais tu ne commences pas, par exemple, à dire à tes enfants, ne va pas étudier dans cette yeshiva, qui est meilleure pour toi,
pour que tu puisses m'aider, rester à côté de moi. Là, il y a trahison. C'est-à-dire que là, l'enfant sent à un moment donné que c'est l'intérêt égoïste des parents qui prime sur son intérêt. Dès que la décision de l'intérêt des parents est au détriment de l'intérêt des enfants, il y a une trahison terrible. Et cinquièmement, et ça c'est pas plus, il ne faut jamais trahir ses enfants, au sens où que quand on se doit de garder une dignité. La dignité est une des clés fondamentales de l'éducation. Et donc, les parents qui se disputent devant leur enfant, les parents qui ont des comportements indignes devant leur enfant, les parents qui ne sont pas tsniout devant leur enfant, qui n'ont pas de pudeur. Un enfant demande à sa mère d'être pudique devant lui, ou à un père d'être pudique devant ses enfants. Les parents qui se disputent devant leur enfant, c'est-à-dire qui redeviennent des adolescents, parce que les disputes entre parents, c'est une dispute d'adolescents. C'est niveau intellectuel, 7-8 ans. Donc ils sont devant leur enfant, ils régressent au niveau de leur pulsion à eux. C'est une trahison terrible. Donc on ne se dispute jamais devant ses enfants. On préfère, on doit sourire, un grand sourire à sa femme, lui dire viens dehors dans le jardin avec moi faire une petite balade de ma chérie. Et dans le jardin vous vous battez. Mais jamais devant les enfants. On peut se battre dans le jardin, mais pas dans le salon devant les enfants. Parce que quand on se bat et quand on se dispute devant les enfants, on trahit l'image fondamentale comme socle, comme pilier, comme fondation de l'équilibre éducatif de nos enfants qui est trahi. Et donc ces 5 choses, il faut absolument faire très attention de ne jamais les transgresser, parce que c'est la base de la confiance et du rapport sinaïque qui existe entre les parents et les enfants, qui fonde le Aleph Bet du Chinour. Nous verrons au prochain shiur le deuxième principe, qui est le principe de joie, comme tout.